C'est une plongée fascinante dans les entrailles de la DGSE. Pour la toute première fois, le service français de contre-espionnage a ouvert ses portes à Jean-Christophe Notin et à son équipe. Bonsoir Jean-Christophe Notin, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, écrivain, spécialiste du renseignement. Votre livre a pour titre DGSE, la fabrique des agents secrets. C'est aux éditions Talendier. D'abord un lieu, boulevard Mortier. Beaucoup d'automobilistes passent devant dans le 14e arrondissement de Paris sans savoir ce qu'il s'y cache. On surnomme cet endroit la boîte parfois. Vous aimeriez plutôt le surnommer le monastère. Pourquoi ? Alors c'est une déduction à laquelle je suis arrivé, mais de manière un peu humoristique. Comment dire, dans le cadre du documentaire, j'ai dû passer plusieurs semaines à la DGSE, c'est la grande nouveauté, je dirais. Et c'est pour avoir vu le comportement des membres de la DGSE dans un travail très fastidieux, un peu laborieux, avec cette notion de loi du silence, dans des hauts murs. Donc je proposais le monastère. Des hauts murs, je me suis trompé d'arrondissement, je crois, c'est le 20e. 20e. C'est bien ça, voilà. Vous aviez noté. Comment est-ce que vous avez fait d'ailleurs pour pouvoir pénétrer ce monde secret ? C'est le cas de le dire. Alors c'est la rencontre de deux volontés. La mienne, modestement, ça fait plusieurs années que je propose ce genre de film à la DGSE, qui est un peu un défi, ça ne s'était jamais fait. Et puis surtout donc la volonté primus inter pares du directeur général de l'époque, Bernard Rémier, qui a souhaité un peu moderniser en quelque sorte l'image de la DGSE et ouvrir ses portes. Alors, on ne sait pas, c'est vrai que pour le mythe, il y a beaucoup de mythes et de fantasmes, d'ailleurs on va y venir au cours de cet entretien. Le premier d'entre eux, c'est qu'en fait on retrouve de nombreuses professions en fait. Alors c'est ce que j'ai appelé le BHV des métiers, parce que le directeur de l'administration nous a cité le chiffre à peu près de 150 métiers. Il y a tout, il y a de tout la DGSE, d'où le BHV. Vous avez des cuisiniers, des logisticiens, vous avez des gardes de sécurité, la surveillance de manière générale, et puis vous avez donc les métiers de l'espion, que sont les analystes, officiers traitants. Et puis des ingénieurs, des techniciens, des laborantins, des chimistes. Vraiment, c'est très très vaste. Tout le monde peut candidater pour travailler à la DGSE ? Mais exactement. C'est un concours ou un dossier. Donc d'ailleurs, la DGSE dépose des offres d'emploi sur son site auxquelles donc vous pouvez postuler. Quand je dis tout le monde, on se comprend bien, de nationalité française ? Oui, ce sont des fonctionnaires. C'est un corps spécifique de l'État français, donc il faut être français. Alors, contrairement à la légende, donc, les services de la DGSE ne sont pas, vous le dites, omniscients et omnipotents selon vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle, quelle est la mission de la DGSE qui, rappelons-le, est née en 1982. Elle a succédé à ce qu'on appelait le SDEC, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Quelle est sa mission première ? Alors la mission vraiment générique de la DGSE, c'est de rapporter aux autorités françaises le renseignement qui va permettre de protéger les intérêts français à l'étranger. Donc vous voyez, c'est très 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 vaste. Ça peut être des renseignements, comme on dit, techniques, satellitaires, des écoutes et du renseignement surtout humain. C'est là où on trouve la vraie patte de l'espionnage. Mais comme vous disiez, la DGSE, ce ne sont que 7000 employés en fait. Donc on imagine bien la taille du monde. La DGSE ne peut pas être partout et ne peut pas tout savoir. Bernard Rémier a quitté ses fonctions au mois de décembre dernier. Il en était le directeur général. Il a été remplacé par Nicolas Lerner, un diplomate qui laisse sa place à un préfet. Vous commencez d'ailleurs par lui dans ce livre. La question, de manière simple, vous lui demandez comment définirez-vous la DGSE. Il dit c'est le service secret de la France. Vous dressez en fait dans ce livre une vaste panoplie de portraits. J'aimerais que l'on s'arrête sur Mélie Noé, qui, je crois savoir, vous a marqué. Pourquoi elle ? Alors ça, c'est un peu mon tropisme. C'est vraiment un métier très spécifique au sein de la DGSE. Ce sont les clandestins. C'est un peu, pour le grand public, ce qu'on imagine le bureau des légendes, c'est-à-dire des gens qui opèrent à l'étranger, généralement sous fausse identité, de moins en moins, et sous une fausse activité. Évidemment, ils ne disent pas qu'ils sont espions. Clandestin, c'est presque une double vie, quoi, en fait. C'est vraiment le principe de la double vie. Des gens qui vont vivre une vie tout à fait en apparence normale, mais qui sont en fait là pour renseigner l'État français. Et qu'est-ce qui vous a frappé dans son témoignage ? Alors, j'avais déjà consacré un livre qui s'appelait Les guerriers de l'ombre, il y a quelques années. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à la fois sa jeunesse, son dynamisme et son charisme. Vous voyez vraiment quelqu'un qui est une grande professionnelle de la relation humaine et donc qui a formidablement su bien présenter son travail. Comment y êtes-vous arrivé vous-même, lui demandez-vous? Elle vous répond, j'ai un doctorat en sciences, j'étais chercheur et à la fin d'un colloque, j'ai été tamponné. C'est ce qui arrive très très souvent, c'est que la DGSE surgit dans votre vie sans dire évidemment que c'est la DGSE. Un homme face à elle, une coupe à la main, elle aussi. Exactement, c'est une prise de relation. Est-ce qu'on pourrait se revoir, parler, échanger sur différents sujets? Ils ne disent jamais, nous sommes de la DGSE, ça ne vient que la 3e, 4e rencontre, que le voile est soulevé. Et le clandestin, la clandestine en l'occurrence, quel est son rôle à l'étranger?
Alors c'est très variable. Le but du clandestin, c'est de se fondre dans la société dans laquelle elle doit opérer. Mais ça peut être n'importe quel métier. Hein. Ça peut être journaliste, ça peut être comment dire, une société de conseil, ça peut être un ingénieur. On peut vraiment trouver tout. Le but, c'est de trouver la couverture la plus adéquate aux renseignements que vous cherchez, pour approcher au plus près des personnes qui vous intéressent. Est-ce que l'arrivée des nouvelles technologies a changé la donne au sein de la DGSE? On apprend aujourd'hui, c'est le Matignon qui le dit, le ministère, là où siège le Premier ministre français, qui dit qu'il y a eu une attaque inédite sur des établissements de l'État. Attaque informatique, hein. Forcément, la DGSE est elle-même soumise très vraisemblablement à des attaques cyber, on peut imaginer, comme n'importe quel site français. Après, la technologie, c'est très très vaste et forcément, ça influe sur le métier lui-même de l'espionnage. Ce qu'on appelle la biométrie, les nouvelles technologies. Forcément, typiquement, les clandestins qui vont à l'étranger sous une fausse identité, ils passent une frontière avec un nom, ils vont avoir beaucoup de mal à passer une autre frontière avec un autre nom. Donc ça impose une grosse réflexion sur la clandestinité. À quelques mois maintenant des Jeux Olympiques d'été de Paris, la DGSE est-elle prête, est-elle armée à faire face? Alors elle fait tout pour. Ça fait des années qu'ils y réfléchissent, en concertation avec ce qu'on appelle la communauté du renseignement. La DGSE joue un peu le rôle d'avant-garde à l'étranger pour opérer, voir si des réseaux se manifestent, en lien et en coordination avec la DGSI, la DRM éventuellement, tout ce qui est Tracfin, l'ANSSI pour les aspects cyber, etc. C'est vraiment une communauté. La DGSE n'opère pas toute seule. Alors, on va évoquer la Chine tout à l'heure. J'aimerais d'abord vous entendre sur le Sahel, puisque pendant 15 ans, une des grosses missions de la DGSE, c'était la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Vous y êtes vous-même rendu à plusieurs reprises. En quoi ça a été, on va dire, sur l'histoire récente, un des piliers de la politique, peut-être de la doctrine même de la DGSE, au service de l'armée française? Alors, historiquement, la DGSE est présente dans cette zone-là, mais depuis avant même les indépendances. Donc, elle avait gardé ses liens avec certaines populations, dont les populations Touareg. Est arrivée donc l'opération Serval, et qui a imposé d'aller neutraliser certains chefs djihadistes. Et donc, la DGSE a agi en coordination essentiellement avec les forces spéciales. La DGSE a apporté le renseignement permettant de localiser ces individus, et les forces spéciales sont intervenues pour essayer de les attraper, avant tout de les capturer. Et comme généralement ils ne se rendaient pas, ils ont été éliminés. Donc ça a concerné des dizaines et dizaines d'individus. Mais c'est important le travail d'un service de renseignement extérieur sur une terre de conflit? Alors ça a vraiment été une spécificité, si j'ose dire, sahélienne. Ça a été une nouveauté, cette espèce d'alliage entre DGSE et forces spéciales. C'est pas vraiment, a priori, le premier emploi qu'on peut imaginer de la DGSE. C'est vraiment venu parce que les armées françaises étaient présentes au Sahel et que donc il y avait en quelque sorte un bras armé pour prolonger le travail. La DGSE, contrairement à ce que certains ont propagé comme image de tueurs de la République, la DGSE intervient très très rarement en dernier segment de l'opération de neutralisation. Ouais. D'ailleurs, vous le dites tout à l'heure quand je parlais de fantasmes, vous dites vous-même qu'effectivement, en fait, ce sont beaucoup d'employés, hommes-femmes, qui travaillent à rédiger des rapports. Ça peut être sur la géopolitique du sport, ça peut être sur le culte, ça peut être vraiment sur des différents sujets, mais c'est très fastidieux, très bureaucratique presque, disons-le. On sait que souvent en France, c'est ce qui est reproché parfois à l'État. Que pèse aujourd'hui la DGSE face à l'NSA aux États-Unis, le SVR russe, le MI6 britannique ou le Guanbu pour la Chine? Alors évidemment, j'espère que je ne me trompe pas, parce qu'il y a énormément de services dans tous ces pays-là. Je crois que ce sont les bons. Évidemment, en volume, la DGSE serait, entre guillemets, un petit service. 7 000. 7 000 employés. 100 000 en Chine. Et oui, 100 000. La CIA, ils doivent être à 25 000. Enfin, même le MI6, c'est beaucoup plus important. Après, une fois de plus, la DGSE va jouer de ses avantages dans certaines zones et donc de ses réseaux. Parce qu'il y a les fonctionnaires en eux-mêmes de la DGSE, il y a tout leur réseau, ce qu'on appelle des agents, des sources. Et c'est là-dessus que se valorise un service. Et donc, Gina Aspen, à l'époque directrice de la CIA, elle-même classait la DGSE parmi les 3 premiers services de renseignement au monde. En 2020, 2 ex-agents secrets français sont accusés d'avoir espionné le renseignement extérieur français, leur propre rang, leur propre famille, pour le compte de Pékin. Ils ont écopé de 8 à 12 ans de prison pour livraison d'informations à une puissance étrangère atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et intelligence avec une puissance étrangère. La DGSE a-t-elle digéré ces affaires?
Alors, digérer, elle a dû faire avec. La DGSE, c'est une organisation humaine avec des failles. Et les Chinois ont exploité des failles qu'auraient pu exploiter des agents français avec des Chinois. La manipulation repose sur des éternels, des intemporels. Les Chinois, là, ont agi, ils ont utilisé l'argent, ils ont utilisé la séduction. Ce sont vraiment des choses qui sont intemporelles. Ouais. Donc, la DGSE a fait avec, elle a appris cette sinistre nouvelle pour elle. Ouais. Et les personnes ont été condamnées. Et Mais est-ce qu'il y a des failles par rapport à la Chine en particulier ? On l'a dit, plus fragile la DGSE par rapport à la Chine, c'est pas forcément vrai? Non, pas forcément. Là, évidemment, il y a une question de volume. Il y a tellement de potentiels agents chinois que les sollicitations vont peut-être être plus nombreuses. Ouais. Maintenant, les agents français sont normalement très bien formés. Ils doivent être en capacité de répondre à ce genre d'attaque. Qu'est-ce que craint aujourd'hui le plus la DGSE ? Alors, ça, hélas, il faudrait leur demander à eux. On est le 11 mars, journée de commémoration des victimes des attentats. La France a été ciblée ces dernières années. Alors, c'est toujours la crainte. Typiquement, les attentats de 2015, ça a été un traumatisme pour la DGSE. Typiquement, donc, elle n'a pas pu empêcher ces attentats. Elle ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle n'a pas pu les empêcher. C'était plus elle ou à la DGSI de les empêcher? Au service intérieur ou extérieur, les deux? En coordination, une fois de plus. La DGSE, des réseaux sont rentrés en France, entrés en Europe. Bon, il y a eu des failles, il y a eu des erreurs. Le personnel concerné l'a très mal vécu. Et ça a été un vrai traumatisme. Donc oui, la DGSE peut craindre, mais comme tous les services français, de nouveaux attentats, de nouvelles attaques cyber. Maintenant, les voies d'infiltration sont hélas de plus en plus nombreuses. Pourquoi vous dites-vous elle s'en est voulu, la DGSE? On se souvient qu'il y avait eu, par exemple, les services secrets syriens étaient prêts à donner des informations. Est-ce qu'il faut obéir aux politiques toujours quand on a la DGSE? Ah oui, alors la DGSE est un service légitimiste. Même si on n'est pas d'accord avec un ordre politique, il faut... Ça fait partie des légendes que la DGSE se joue son rôle, se permet des choses. Non. Quand François Hollande a interdit à la DGSE de parler avec les services syriens, ça a été respecté à la lettre. Alors que Bernard Bargelet, le directeur général de l'époque, avait d'excellents liens avec les services syriens. Donc tout ça fait partie des légendes. Et donc la DGSE s'en est voulu parce que tout simplement les attentats ont eu lieu. Merci beaucoup Jean-Christophe Notin, DGSE, la fabrique des agents secrets, une galerie de portraits franchement à lire pour mieux connaître la DGSE. Et par ricochet, on imagine vraiment tous les rouages de ces services, notamment occidentaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Livre publié aux éditions Talendier.